près 15 000 entreprises en Europe et 300 en France. NIS, à la base, ce sont des règles qui permettent de renforcer la sécurité réseau des entreprises dites critiques. Du coup, ces entreprises critiques, dites critiques, ont réussi à renforcer leur sécurité. Donc, pour tout ce qui est hacker, ça devient beaucoup plus compliqué de les atteindre. Bon, sauf que les hackers, au fil du temps, ils ont trouvé une petite faille, tout simplement, pour atteindre ces entreprises-là. Ils ont trouvé le moyen, c'est de passer à travers leurs prestataires. Donc, c'est là où NIS 2 prend tout son sens. NIS 2 va grandement renforcer plutôt la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que nous avons 18 secteurs supplémentaires, entre 10 et 15 000 entreprises en France qui sont concernées et plus de 100 000 en Europe. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette fameuse chaîne d'approvisionnement? Ben, c'est pas très compliqué. Une chaîne d'approvisionnement, c'est tout simplement toute entreprise qui fournisse un service managé à une autre entreprise. Donc, que ce soit un hébergement dans le cloud, un hébergement d'une application ou un simple contrat de maintenance ou de logiciel. Donc, toutes ces entreprises qui proposent ce type de service font partie de la chaîne d'approvisionnement. Un petit exemple avec l'entreprise Sopra Steria, qui est un MSP à la base, qui a subi une attaque via une vulnérabilité présente sur l'un de leurs logiciels tierces qu'ils utilisent en interne. À partir de là, le ransomware Ryuk a été déployé et a provoqué la coupure de certains services, les services de Sopra Steria et surtout les services de certains de leurs clients. Dans l'exemple que je viens de vous donner, c'est pas le fait que Sopra Steria ait subi une attaque, ça peut arriver. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'un des clients de Sopra Steria a été touché. Imaginez-vous que ce fameux client-là, c'était tout simplement un hôpital. Les hôpitaux font partie de la directive Nice, obligatoirement. Et du coup, par le biais de son MSP, l'hôpital a subi une perte de service. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque par rebond. Ici, si vous voulez, si vous voulez être sûr d'être concerné par cette fameuse directive NIS 2, hop, tout simplement, si vous avez un client, par exemple, qui fait partie de l'administration publique, donc j'ai pris l'exemple d'un hôpital, mais ça peut être une mairie. Toutes les mairies qui sont au-dessus de 30 000 habitants sont concernées. Et tout simplement, vous êtes une entreprise qui fournissait un service qui fait partie des directives NIS 2. Par exemple, de la sauvegarde, proposer un ERP ou tout simplement vous leur proposez une solution multifacteur. Donc pour en être sûr, vous avez deux possibilités. La premièrement, c'est d'aller sur un simulateur NC qui existe. Vous avez le lien en haut à droite et ici, vous allez pouvoir rentrer les caractéristiques de votre client pour savoir s'il fait partie de ces fameuses directives. Et ensuite, vous pouvez contacter notre MSP manager, Monsieur Boulier, par mail avec comme sujet du mail suis-je impacté, et c'est la personne qui sera le plus à même de vous répondre sur ces fameuses directives NIS. Parlons-en de NIS 2. Nous avons les 10 mesures de sécurité que prévoit NIS 2. Donc, vous pouvez le voir, hein, vous avez tout ce qui est sauvegarde PRA, vous avez tout ce qui est hygiène à la formation. Donc, on le sait, un utilisateur formé en vaut 2. Et donc, parmi ces 10 mesures, nous avons Bastion qui en complète quelques-unes. Pardon. La première, c'est tout ce qui est gestion des incidents. Donc, Bastion a la capacité de sauvegarder sous format vidéo toutes les connexions qui le traversent. Donc, d'un point de vue traçabilité, on est au maximum du niveau. Ensuite, Bastion a la possibilité de se connecter, de s'interconnecter avec des SIEM et des SOAR. Donc, ça nous permet, en cas de log, on va dire,
suspect le soir peut tout simplement stopper la communication directement sur le bastion. Et bien évidemment, votre SIEM peut vous alerter en cas de log suspect. Ensuite, vous avez le point numéro 4, la fameuse sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc ici, Bastion a une possibilité de vous sécuriser cette chaîne d'approvisionnement de 3 manières différentes. La première des manières, c'est que vous avez une connexion sécurisée qui est établie entre le bastion et la cible souhaitée. Ensuite, dans cette fameuse connexion sécurisée, on va avoir une vérification de pattern. Donc, tout ce qui n'est pas autorisé dans cette connexion sera automatiquement bloqué grâce à ce match pattern. Et puis, en cas de credential qui aurait été volé, vous allez avoir une connexion, vous avez un OTP avec une durée de validité limitée pour chaque connexion. Donc, ça devient très compliqué, tout simplement ici, d'usurper l'identité. Ensuite, on a le point numéro 9, le contrôle d'accès à vos ressources. Alors là, on est sur les bases du Bastion, hein. Le Bastion va regrouper toutes les connexions et sur le Bastion, vous allez être en mesure de maîtriser tout ce qui est accès à vos serveurs et à vos applications. Donc, vous allez gérer les droits de vos utilisateurs et surtout de vos prestataires qui interviennent chez vous. Et en dernier lieu, vous avez le point 10. Alors, le point 10, il est un peu plus global, c'est qu'Walix propose une solution multifacteur d'authentification à plusieurs facteurs qui est IDAS. IDAS complètement compatible avec le Bastion et le Bastion est totalement compatible avec n'importe quel IDP sur le marché. Donc, pour exemple, le Ping Identity, Okta ou encore Google Identity. Ensuite, Bastion vous propose un système d'approver qui vous permet, en cas d'urgence, de donner des droits spécifiques à un utilisateur et sur une machine en particulier, avec une approbation d'une personne tierce. Donc, ça nous permet, en cas de prise de main en urgence sur une machine pour intervenir, d'avoir des autorisations spécifiques. Les 4 bonnes raisons d'utiliser un PAM. Alors, ces 4 raisons, elles sont réparties, entre guillemets, en 2 parties pour moi. D'un côté, vous devez avoir la complète vue sur ce que fait vos prestataires chez vous. Donc, vous avez des prestataires qui se connectent régulièrement pour faire des manipulations sur votre SI. Vous devez être au courant de ces manipulations. Vous devez savoir qui fait quoi. Si jamais un de ces prestataires fait une erreur, vous devez avoir la traçabilité de cette erreur-là. Donc, savoir d'où c'est parti et ce que ça a engrangé. Donc, si jamais vous n'avez pas tout ça, le Bastion est là pour ça, tout simplement. Et d'un autre côté, nous avons les utilisateurs. On sait que la plupart des problèmes des entreprises, c'est ce qui se trouve entre le clavier et la chaise, tout simplement. Donc, les utilisateurs avec leur gestion de mot de passe qui est trop faible, où on utilise le même mot de passe pour beaucoup plus de sessions, toutes les sessions qu'on a, par exemple, ou le compte admin ou root qui devient un compte générique. Hein. Et parmi ces utilisateurs-là, vous avez forcément des comptes administrateurs, c'est-à-dire que vous avez des personnes avec des droits spécifiques qui ont des mots de passe assez simples, sans parler de la rotation de votre équipe informatique. Alors que ce soit utilisateur ou technicien, il va falloir vous assurer ici que toutes les personnes qui quittent l'entreprise ne puissent plus avoir accès au SI, soit votre propre SI, soit le SI de votre client. Et là, vous avez 3 façons de faire. La première, ça serait de changer tous les mots de passe de votre propre SI. À la rigueur, ça, c'est faisable. Mais il faudrait également changer tous les mots de passe du SI de votre client. Là, ça devient un peu plus compliqué. Deuxième chose, c'est que les utilisateurs ne soient jamais au courant de ces fameux mots de passe-là. Donc là, c'est là où le Bastion peut rentrer en jeu. Vous avez la possibilité de faire en sorte que les personnes se connectent sans qu'ils puissent être au courant du mot de passe. Et troisième solution,
Et pour moi, c'est la plus simple, tout simplement. C'est d'un simple clic droit, supprimer les droits d'un utilisateur grâce au Bastion. Donc voilà, grosso modo, les 4 bonnes raisons d'utiliser un PAM, un privilège Access Management. Et maintenant, on va passer aux fonctionnalités clés du Bastion et les différentes architectures. Alors, ici, sur la gauche, hop, sur la gauche ici, vous avez des utilisateurs, que ce soit tout simplement des prestataires IT, que ce soit des personnes en télétravail, qui sont sur le réseau public, en dehors de votre réseau interne. À droite, vous avez votre SI, avec vos serveurs, vos applications, euh, vos automates. Et au milieu, nous avons notre bastion. Donc, c'est le bastion qui va centraliser toutes les connexions. Ce sont des connexions qui peuvent se faire via une page web avec la fonctionnalité Jump Host qui fera la conversion entre le RDP et le HTTPS. Et une fois que ces utilisateurs-là seront connectés sur le bastion, ils se verront attribuer les droits nécessaires que l'administrateur leur a donnés. À savoir que toute connexion traversant le bastion est tout simplement enregistrée et surveillée en temps réel. C'est-à-dire que vous allez avoir cette fameuse vérification de détection pattern qu'on verra par la suite. Ici, notre bastion embarque Vault. Vault, c'est tout simplement l'outil de gestionnaire de mots de passe de Walix qui va vous permettre de chiffrer vos mots de passe et les clés SSH. Dans la connexion qui se fait entre le bastion et votre équipement local, vous allez avoir une diffusion d'un probe agent qui va permettre cette fameuse détection pattern et surtout, euh, ce probe agent va permettre le blocage de tout mouvement latéral non autorisé. C'est-à-dire que lorsque vous avez un de vos utilisateurs qui se connecte, je dis une bêtise, hein, sur votre serveur RDP et qui tente de lancer une connexion RDP ou une connexion SSH sur un serveur sur le même réseau, il sera automatiquement bloqué par cette fameuse détection pattern si jamais vous ne l'avez pas autorisé au préalable. Du coup, j'ai parlé de tout ce qui était utilisateur, mais si on regarde bien là, cette petite diapo ici, on a un petit robot. Ce robot-là nous indique que tout simplement, Bastion est capable de faire du app-to-app, donc la connexion entre deux applications. Et ici, nous avons l'application qui va aller récupérer le mot de passe grâce à l'APM, donc qui va permettre de stocker les mots de passe de manière sécurisée. Et avant de délivrer ce fameux mot de passe-là, l'APM va faire quelques vérifications. Elle va vérifier si la machine qui fait la demande a les droits. Elle va vérifier que l'application qui fait la demande de ce fameux mot de passe a les droits également et l'utilisateur. Il va falloir que ces trois ensembles soient réunis pour que le mot de passe puisse être délivré correctement à l'application. Ça permet d'éviter le stockage des mots de passe en clair pour les applications. Bastion propose également un tunnel universel. Alors, ce fameux tunnel, à quoi il va servir? Tout simplement à faire transiter tout ce qui est protocole industriel, Modbus, Profinet, pour ne citer que. Ce tunnel va encapsuler ces protocoles dans du SSH et vous allez faire en sorte que vos prestataires puissent prendre la main sur vos équipements OT, sur vos automates de manière sécurisée. Et puis, sans oublier que Wadix nous offre une petite exclusivité ici. Donc, Wadix est français, donc ce bastion-là est français, c'est le seul sur le marché à être français. Et surtout, ici, vous voyez, il est certifié ANSI. Donc, euh, c'est quand même pas mal quand on est censé respecter ces fameuses directives NIS 2. Ensuite, on passe aux architectures. Donc, nous avons trois types d'architectures. On va les passer assez rapidement. Nous avons tout ce qui est on-premise. Donc, ici, vous avez tout à installer chez votre client. Donc, vous êtes un prestataire de service qui travaillait
chez quelques entreprises qui doivent respecter ces fameuses directives NIS 2. Je dis une bêtise, hein, vous avez une mairie avec plus de 30 000 habitants, et donc cette mairie vous demande d'être NIS 2 sur tout ce qui est prestataires qui interviennent chez eux. Et dans ce cas-là, ben, vous allez tout simplement acheter, enfin vous allez plutôt proposer le bastion à la mairie, vous allez lui installer, et avec le bastion, vous avez un access manager qui va nous servir à filtrer tous les accès extérieurs. Donc cet access manager sera bien évidemment installé sur une DMZ, pourquoi pas. Ensuite, nous avons tout ce qui est le mode hybride. Alors là, il faut voir un peu plus grand. Vous êtes une SS2I, vous avez sur votre parc, vous avez 50 clients par exemple, et sur ces 50 clients-là, vous savez que la plupart de vos clients doivent respecter NIS 2. Vous avez cet exemple-là où vous avez un client tout simplement qui doit être NIS 2, mais qui est réparti dans plusieurs pays d'Europe. Ici, vous avez un mode SaaS avec le fameux Access Manager qui est dans SaaS, et vous avez un bastion. Vous allez installer des bastions chez chacun de vos clients. Ces bastions vont se connecter via un tunnel OpenVPN sur votre Access Manager. Et toutes les connexions vont pouvoir se faire depuis l'Access Manager. Ici, l'Access Manager communiquera directement avec le bastion, vérifiera les droits des utilisateurs et ensuite autorisera les connexions vers les destinations adéquates. Donc ici, réellement, hein, si je reprends un peu l'exemple des mairies, vous avez une dizaine de mairies. Ben, au lieu d'installer du on-premise dans chacune des mairies, vous prenez de l'hybride avec euh, l'Access Manager dans le SaaS et un bastion installé chez chacune de vos mairies. Et ensuite, vous avez le mode SaaS, donc le full hébergé. Donc ici, on sera hébergé chez Azure. Et ici, vous prenez les devants. Donc vous savez que la plupart de vos clients vont être NIS 2. Et donc là, vous prenez le SaaS parce que vous n'avez pas forcément envie d'aller installer du on-premise chez vos clients, où ça demande des ressources, ça demande des techniciens disponibles à un instant T. Vous faites un full SaaS, vous montez un VPN IPsec entre votre OnePAM et votre client, et là, vous gérez les droits de votre client. Donc, solution, on va dire, très simple à ce niveau-là. Pour le moment, le SaaS est chez Azure, tout simplement parce que Wallix a une offre internationale, hein, donc qui est utilisée dans le monde entier. Concernant l'hébergement souverain, Wallix est en discussion justement pour ouvrir un SaaS uniquement en France. Hop. Et donc du coup, nous passons à la démonstration de notre expert, Monsieur Poggi. Je te laisse la main. Alors bonjour à tous, merci Fawzi pour cette présentation et cette introduction sur NIS 2. Je vais du coup immédiatement venir vous partager mon écran pour passer à la petite présentation. Voilà. Donc, nous voilà sur mon écran et on peut partir du coup sur cette petite présentation. Donc pour cette présentation, pour vous exposer un petit peu tout ce qui a été présenté juste avant, on va prendre plusieurs petits cas très communs dans différentes entreprises. Donc on va le voir de différentes façons et on va regarder comment est-ce que ces différents cas vont balayer les différentes fonctionnalités du bastion et comment surtout ces fonctionnalités du bastion vont répondre aux différentes directives de NIS 2.
Le premier cas que l'on va aborder, c'est une connexion en entreprise. Donc, on va voir qu'on a la possibilité de faire de la connexion avec du MFA. Donc, comme on l'a dit précédemment, Bastion s'appuie sur du Walix IDAS, mais également sur tout autre IDP qui est compatible avec les protocoles d'identification SAML, Radius, etc. Pour notre premier cas, ce sera une employée classique qui souhaite accéder à des ressources pour travailler. Donc, on va voir qu'on va pouvoir accéder à un applicatif de type client lourd ou de type client web au travers du Bastion. Et encore une fois, comme expliqué plus tôt, on va voir que c'est le Bastion qui va injecter le mot de passe directement dans l'application à la place de notre utilisateur. Et comme ça, l'utilisateur n'a pas besoin de connaître spécifiquement les mots de passe de là ou des applications. Alors, première façon de se connecter, donc là je suis sur mon environnement de démonstration. Première façon de se connecter, donc on a un raccourci RDP qui est juste ici, d'accord? Et lorsque je l'ouvre, en fait, je vais venir tenter une authentification RDP sur le Bastion. Donc on va pouvoir venir entrer un login, un mot de passe, et également si on sait déjà sur quelle cible on souhaite se connecter, on va pouvoir venir l'entrer directement ici. Donc ici, je vais venir rentrer mon mot de passe, d'accord, comme n'importe quel utilisateur. Je vais venir cliquer sur Entrée et on va me demander un code OTP. Puisqu'encore une fois, hein, on le rappelle, Walix est compatible pour les connexions MFA. Donc je viens récupérer mon petit code OTP, je viens l'entrer jusqu'ici, je clique sur OK et ici, j'arrive sur le sélecteur. Alors, le sélecteur, qu'est-ce que c'est? Le sélecteur, c'est tout simplement l'endroit depuis lequel l'utilisateur va pouvoir venir choisir la cible sur laquelle il souhaite se connecter en fonction des droits, bien évidemment, qui lui auront été attribués. Donc, première façon de faire, hein, donc, comme je vous le disais, on vient, on se connecte sur le sélecteur et on choisit la cible sur laquelle on souhaite se connecter. Deuxième façon de faire, on peut également avoir ce sélecteur, d'accord, sous forme web directement depuis le Bastion. Donc ici, je me connecte sur mon Bastion et je vais utiliser mon utilisatrice qui s'appelle Alice. Et Alice, cette utilisatrice, là en l'occurrence, elle n'a la possibilité que de se connecter sur seulement 2 applications. C'est les 2 applications auxquelles elle doit pouvoir accéder pour effectuer son travail. Elle n'a pas besoin de plus, donc ça ne sert à rien de lui donner plus de droits. Pour télécharger le petit raccourci qu'on en a vu juste avant, qui est juste ici, vous avez le petit onglet ici qui vous propose de télécharger le fichier de configuration RDP, qui lui est pérenne dans le temps, il ne change pas, vous pouvez le laisser sur votre bureau, il ne changera pas. Par contre, ici, je viens déjà d'entrer une première fois mes identifiants. Si je veux éviter de le refaire, j'ai un deuxième raccourci juste à droite qui, lui, est un accès immédiat à l'application que j'ai choisie et sa durée est limitée dans le temps et l'utilisation est valable une seule fois. Je télécharge ce petit raccourci RDP, je viens cliquer dessus et j'ai mon application qui va démarrer. Ici, j'ai une petite information qui me dit que je suis informé, que je reconnais que toutes les actions que je suis susceptible d'effectuer sont enregistrées et conservées conformément à la politique de sécurité de l'organisation. Donc, je n'ai pas le choix d'accepter puisque si je refuse, la connexion ne s'effectuera jamais. Et ensuite de ça, on va laisser tranquillement le temps à notre application de s'ouvrir. Pour la mise en contexte, Alice, c'est une technicienne informatique, d'accord? Donc là, ici, j'ai choisi d'accéder à l'application qui va gérer la base de données SQL de l'entreprise, d'accord? Pour effectuer diverses actions dont elle aura besoin dans le cadre de ses missions tout au long de la journée et de son travail. Comme vous le voyez, ici, on va accéder à une application de type client lourd. D'accord? L'application, en l'occurrence, c'est l'application ADSQL, sauf qu'on ne va pas y accéder depuis notre machine directement, mais au travers d'une session RDP, d'accord? Au travers d'un serveur TSE, par exemple. Et c'est le Bastion, je le rappelle encore une fois, qui va venir injecter les credentials de l'application directement sans que l'utilisateur n'ait besoin de connaître ces fameux credentials. Alors, petit effet démo, rien de bien grave, on va venir le télécharger de nouveau et on va venir le réouvrir. Donc toujours pareil, on accepte à chaque fois qu'on va venir ouvrir le raccourci RDP, on va avoir une petite alerte
comme quoi tout ce qu'on va faire est enregistré. Et on verra un petit peu plus tard dans la démonstration comment est-ce qu'on va pouvoir venir exploiter cet enregistrement, comment est-ce qu'on va venir pouvoir s'en servir pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé au travers de la session. Ici, comme on le voit, les credentials sont insérés automatiquement. Alors, j'ai cliqué sur le mauvais lien, mais c'est pas grave. Du coup, on va se connecter plutôt sur l'application de type web, non pas client lourd, mais de type web. Ici, c'est Azure. Comme vous le voyez juste avant, les credentials, donc login et mot de passe, ont été insérés automatiquement. Je n'ai pas eu besoin de les rentrer. Et moi, en tant qu'utilisateur, je ne connais pas les credentials. Donc ici, je peux mettre que je souhaite rester connecté, même si ça ne sera pas pris en compte. Et ici, j'ai accès à une page web, d'accord, donc au travers d'un TSE et dans un navigateur. Mais ben voilà, j'y accède de manière très simple, de manière rapide. Et ici, je suis sur le site web d'Azure et je vais venir pouvoir gérer bien les machines virtuelles. Et au fur et à mesure, tout ce dont Alice aura besoin d'effectuer. On le voit ici, hein, c'est simplement un navigateur qui s'est ouvert au travers d'une session RDP. Donc je vais le changer et lorsque je quitte, bien évidemment, on me dit que la connexion a été fermée. Pour la deuxième partie de ce cas d'usage, donc du coup cette fois-ci on va se connecter bien à l'applicatif de type client lourd. Voilà, donc encore une fois, hein, je vais avoir les informations. J'ai accepté le petit disclaimer qui me dit que tout ce que je fais est enregistré. Et encore une fois, l'application qui s'ouvre assez rapidement. Et j'ai bien accès à mon application ADSQL. Je n'ai pas eu besoin de rentrer les mots de passe de l'utilisateur dans la base de données. Encore une fois, c'est le Bastion qui va s'occuper de faire tout ça. Et donc là, bien évidemment, hein, j'ai accès à mon application, je peux naviguer dedans, venir gérer mes différentes tables de ma base de données, etc. Alors, en quoi ce cas d'usage numéro 1 se met en conformité avec NIS 2? Alors, on va s'attarder plus particulièrement sur le point numéro 9 de NIS 2, d'accord? Le point numéro 9 qui demande à ce qu'il y ait une politique des contrôles d'accès et une protection des actifs. La politique de contrôle d'accès, on l'a vu, hein, chaque utilisateur possède uniquement les droits dont il a besoin. On n'a pas besoin de lui donner plus de droits que nécessaire. Et la protection des actifs grâce à l'enregistrement de session. Tout ce que l'utilisateur ou l'utilisatrice va effectuer est enregistré et logué, ce qui permet déjà dans un premier temps de dissuader toute tentative d'action malveillante. Je vous ai montré deux types d'applications, une application web et une application de type client lourd, mais de très nombreuses applications sont disponibles, d'accord, que ce soit de type client web et pas seulement pour des techniciens, peut-être par exemple pour une directrice de ressources humaines, une comptable qui souhaite accéder à des applications telles que Salesforce, Axonote, HubSpot, Sage, etc. Toute application web qui possède une page de login et de mot de passe que le Bastion pourra remplir automatiquement, et toute application de type client lourd qui accepte qu'on lui passe des paramètres en ligne de commande pour pouvoir ouvrir cette dernière. Les cas applicables que l'on a vus, eh bien, ce ne sont que des cas applicables de type RDP, mais il y en a plein d'autres. On peut avoir des cas SSH, VNC, Telnet, ROTCP/IP, donc on va pouvoir faire de l'encapsulation de protocoles industriels au travers du Bastion, également pour accéder aux différents applicatifs. Deuxième cas d'usage, cette fois-ci, on va avoir un prestataire externe à l'entreprise qui souhaite se connecter et accéder à des ressources pour une intervention. On va y accéder non plus cette fois-ci via le Bastion directement, mais cette fois via l'Access Manager. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, l'Access Manager, c'est lorsque vos utilisateurs se trouvent à l'extérieur de votre SI. D'accord? Et ils vont y accéder cette fois-ci par une connexion HTTP. Et on va voir qu'on peut également avoir une approbation au travers de l'Access Manager. On verra également que pour cette approbation, il y a une contrôle de la saisie lors de cette demande d'approbation que je vais vous détailler un petit peu plus juste après. Alors, cette fois-ci, je vais donc venir me connecter sur l'Access Manager. Et je vais utiliser un autre utilisateur, puisque je suis cette fois-ci dans le cas d'usage d'un prestataire externe qui va venir s'authentifier sur l'Access Manager. Et un peu à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le Bastion, notre prestataire externe va aussi avoir la liste des autorisations
les autorisations pardon, qui lui ont été autorisées. Donc ici on voit qu'on a 2 autorisations et dans chacune des autorisations, on a plus ou moins de cibles compatibles. Très rapidement, hein, pour vous montrer que l'accès à des clients lourds, comme ADSQL qu'on a vu juste avant, on peut également le faire au travers de l'Access Manager. On a toujours notre information qui nous dit que tout ce qu'on fait est enregistré. Et ici, on va accéder à notre applicatif de la même façon que tout à l'heure, mais cette fois-ci non plus directement sur la machine, mais directement au travers de notre navigateur web. Donc pareil, hein, j'ai accès à mon application, je peux toujours naviguer dedans, venir effectuer les modifications que j'ai besoin, etc. Deuxième type d'application qui est disponible, les applications de type client web aussi, directement au travers du Bastion. Et encore une fois, on va accéder à cette application. Comme vous le voyez depuis tout à l'heure, je n'ai entré aucun mot de passe. Les utilisateurs qui utilisent mon Bastion ou mon Access Manager n'ont pas besoin de connaître les mots de passe, puisqu'encore une fois, c'est le Bastion qui les connaît ou l'Access Manager qui va venir les remplir automatiquement. Et donc ici, j'accède à une application de type client web, donc l'application ServiceNow, qui est une application de service de ticketing. Et tout simplement, mon prestataire externe va pouvoir venir se connecter sur cet applicatif pour venir tout simplement faire voilà, sa gestion de tickets, la gestion des incidents que l'on a pu voir tout à l'heure. Ici, si je vais dans Open Incident, j'ai la liste des incidents que je vais traiter. Très bien. Comme Fawzi en a parlé tout à l'heure, dans le cas où il y a par exemple un incident, on va prendre par exemple l'incident celui-ci, hein, le premier, le numéro 39, bien tout simplement pour venir corriger cet incident, pour venir le résoudre, je vais avoir besoin d'accéder à un serveur. D'accord, ici on voit que la ressource s'appelle Windows Server 2019. En l'occurrence, c'est l'Active Directory de l'entreprise. Et j'ai besoin d'y accéder avec les identifiants admin, simplement parce que j'ai besoin de droits administrateurs sur la machine. Comme on l'a expliqué encore une fois, ce n'est pas super sécure de donner les identifiants administrateurs à un prestataire externe. Et même si le Bastion permet de les remplir automatiquement, laisser libre accès à cette ressource, ce n'est pas quelque chose de très sécurisé. C'est pour cela qu'on a la possibilité de mettre en place une demande d'approbation. Donc cette demande d'approbation, vous voyez, on nous indique qu'on doit formuler une demande d'approbation pour venir se connecter à cette cible. Donc on a le début, la date du début de cette demande qui n'est pas modifiable. On peut venir ici renseigner la durée pendant laquelle on va avoir besoin d'accéder à notre ressource. Et ici, on va venir indiquer le ticket que l'on souhaite gérer. Et donc je vais venir ici récupérer le numéro de ticket. Je vais venir l'entrer. Je vais venir. Voilà. Oui, c'est parce que c'est à travers, autant pour moi. On va pouvoir venir directement depuis le Bastion. Ah, je ne l'ai pas activé sur cette session, c'est pas grave, je vais venir le récupérer très rapidement de l'autre côté. Donc je vais venir juste récupérer le numéro du ticket et je vais venir ici l'insérer dans le ticket référence. Je mets un commentaire, donc j'explique la raison de pourquoi je souhaite y accéder. Je valide et ici par contre, si vous le voyez bien, j'ai fait exprès de mettre un numéro de ticket invalide. Et ce numéro de ticket invalide, eh bien, tout simplement, le Bastion est capable de vérifier le numéro du ticket de référence et donc tout simplement de m'interdire l'accès puisque je viens de renseigner un numéro de ticket invalide, soit un ticket qui est fermé, soit un numéro de ticket qui n'existe pas. Donc le Bastion est capable de rajouter encore une fois une couche de sécurité supplémentaire pour ne pas venir mettre n'importe quel ticket et y accéder sans aucune raison. Je vais donc venir mettre le bon numéro de ticket cette fois-ci, toujours expliquer la raison pour laquelle je souhaite accéder à cette ressource et je vais venir ici cliquer sur valider. Par défaut, un ou plusieurs administrateurs vont devoir venir accepter cette approbation. Ici, pour des raisons de démo, on a choisi de le mettre en automatique, mais je précise bien que c'est uniquement pour de la démo, d'accord, et que bien évidemment, dans la configuration par défaut, le Bastion demande l'approbation de un ou plusieurs utilisateurs qui ont les droits d'approbation. Et donc ici, j'accède à une session RDP, tout ce qui est de plus classique, avec des identifiants
administrateur, d'accord, au travers d'une page web, sans avoir besoin d'utiliser quelconque applicatif, d'ouvrir des ports, etc. Je n'ai besoin de rien, juste une connexion HTTPS sur l'Access Manager. Et ici, j'ai accès à mon serveur Windows 2019. Je peux venir ici accéder, par exemple, ouvrir un CMD si je le souhaite, ou toute autre application dont j'aurai besoin pour effectuer la résolution du ticket que l'on a vu précédemment. Alors, cas d'usage numéro 2, qui lui est en conformité avec le point numéro 4 de NIS 2. Le point numéro 4 de NIS 2 demande d'avoir une sécurisation concernant tout ce qui est chaîne d'approvisionnement des partenaires et des fournisseurs, IT en l'occurrence dans notre exemple. Donc c'est bien ce que l'on a, puisqu'on a une connexion qui est sécurisée et chiffrée au travers de l'HTTPS en se connectant sur le bastion. On a toujours un contrôle d'accès et une protection des actifs avec le mot de passe qui est saisi automatiquement. Donc on protège nos actifs internes d'entreprise puisque le prestataire ne connaît pas nos identifiants de connexion et la session est journalisée et enregistrée quoi qu'il se passe. Cas d'usage numéro 3. Donc, comme on l'a vu, hein, le bastion permet d'accorder des droits bien spécifiques à des utilisateurs bien spécifiques, donc des droits légitimes, mais il se peut que, ben, voilà, malgré la légitimité des droits de l'utilisateur, il tente d'effectuer des actions malveillantes. On va voir que le bastion est capable de bloquer les processus suspects, d'effectuer une remontée de log dans un SIEM pour la gestion d'incidents et également de lier notre bastion avec un SWOR pour la réponse à incident. On verra également comment utiliser les vidéos et les logs pour la déclaration d'incident. Si je reprends toujours la session sur laquelle j'étais précédemment, donc toujours dans le cadre de mon prestataire externe connecté via l'Access Manager, mon utilisateur a les droits tout à fait légitimes de se trouver sur notre Active Directory en droit administrateur puisqu'il a fait une demande d'approbation. Mais voilà, l'administrateur, finalement, notre prestataire, il n'est pas de totale confiance et il souhaite essayer, par exemple, de faire du rebond sur le réseau. Donc, il va venir tenter ici d'effectuer une connexion SSH sur un autre serveur. Et immédiatement, vous voyez, le processus SSH.exe a été interrompu conformément aux politiques de sécurité. Bon, bah là, notre prestataire, il est un peu déçu, il peut pas faire ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le SSH ne marche pas. Il va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci en RDP directement. Et là, on va se rendre compte qu'on a exactement le même procédé, d'accord? On a le processus donc MST sc.exe qui est tout simplement l'exécutable de Remote Desktop Application qui a été interrompu, toujours conformément aux politiques de sécurité. Bon, eh bien notre prestataire se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin, il va s'arrêter là et il va continuer son intervention sans forcément essayer d'attenter de nouveau à la sécurité de notre SI. Si je me connecte sur le bastion, mais cette fois-ci avec un utilisateur qui a les droits d'auditeur. Cet auditeur va pouvoir venir directement auditer la session qui est en cours. Alors, les auditeurs ne passent pas leur temps à auditer toutes les sessions qui sont en cours. Comme on l'a précisé précédemment, le bastion est relié à un SIEM. Le SIEM qui va venir remonter une alarme à l'équipe de sécurité. Donc, soit vous avez un SWOR qui est connecté à votre bastion et qui va pouvoir venir shooter la connexion en direct, soit tout simplement l'équipe de sécurité est alertée et notre auditeur ici a la possibilité de venir auditer les sessions en cours. Et ici, on voit que notre utilisateur Roger a 2 sessions en cours. On sait que c'est lui qui a remonté des logs au niveau du SIEM qui ont généré une alarme. Et bien tout simplement, je vais venir choisir de shooter ces connexions en direct. Et si je me connecte, et si je retourne sur les pages web qui étaient connectées via l'utilisateur qui est notre prestataire, on voit qu'il y a une erreur et qu'il ne peut plus accéder à la page. Pareil de ce côté-là. Donc on est obligé de fermer les pages et les sessions ont été coupées. Une fois que les sessions ont été coupées, on a la possibilité de venir juste ici voir l'historique des sessions. Et donc, d'après ce que le SIEM m'a remonté, je sais que c'est donc cet utilisateur qui a choisi de venir sur cette cible-là, qui a causé une remontée d'alarme.
Donc, lorsque je clique sur la petite loupe, je vais pouvoir avoir une génération de la vidéo de tout ce qu'il s'est passé au cours de cette session. Donc, quelque chose qui se fait assez rapidement. Et donc ici, j'ai toutes les informations, l'utilisateur et l'IP depuis laquelle il s'est connecté, la cible, le protocole, la date de début, de fin, etc. Et juste ici, j'ai un RDP Viewer. Alors ce RDP Viewer, il comporte tout simplement une série de courtes vidéos qui retracent tout simplement toutes les actions de l'utilisateur au cours de la session. Donc, vous voyez ici, elle dure 16 secondes. Si je me décale sur la deuxième, on voit que celle-ci dure également 13 secondes. Et j'ai la possibilité, via des petits bouts de vidéo, de venir voir tout ce qui s'est passé en direct. J'ai également la possibilité de générer la vidéo complète de la session qui est en cours. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est un petit peu plus bas, ce sont les session data. Les session data, vous pouvez venir ici tout simplement les collecter. Et c'est tout simplement un fichier qui va répertorier toutes les lignes de log que vous voyez juste en dessous. Et ces lignes de log sont capables de venir tout simplement loguer tout ce qui s'est passé chaque seconde sur le bastion, enfin sur la session au travers du bastion. Ici, par exemple, on voit qu'on a une KBD, donc pour Keyboard Input, et on voit tout simplement que l'utilisateur, ici, est venu rentrer la commande CMD et la touche Entrée. Et tout simplement, ici, on voit l'index 2 et on sait que ça correspond à la vidéo numéro 2. Si je me connecte sur la vidéo numéro 2, on voit bien que j'ai tapé les touches CMD et la touche Entrée. Et donc, vous avez le log complet de cette session. Alors, ce cas d'usage numéro 3, qui est en conformité avec le point numéro 2 de NIS 2, le point de la gestion des incidents. Comme on l'a vu, on a un blocage des processus suspects avec une remontée de log. Donc, soit le blocage du processus est fait manuellement par votre équipe de sécurité après avoir été alerté, ou directement, encore une fois, je le rappelle, avec un SWOR qui est capable de venir interroger l'API du bastion pour venir couper une connexion qui a levé une alarme. On a donc de la réponse à incident avec une coupure des accès qui est simple et rapide. On a également une obligation de déclaration d'un incident auprès de l'ANSI, c'est la directive de NIS 2 qui nous y oblige. Et donc du coup, grâce à la récolte des données et des preuves, en cas de procédure judiciaire, on va pouvoir venir faire cette remontée auprès de l'ANSI de manière très rapide et surtout de manière la plus complète possible. Dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est notre avis d'expert concernant tout ce qui concerne les mots de passe. Donc, la gestion de mots de passe et des clés SSH est gérée, peut être gérée par le Bastion et également faire de la rotation automatique. Les mots de passe sont connus du Bastion uniquement, ce qui permet d'avoir des mots de passe robustes, ce qui permet également donc d'avoir une hygiène des mots de passe qui est rigoureuse. On a une sécurité qui est réellement renforcée et simplifiée. Souvent, quand on parle de sécurité, on demande d'avoir une gestion des mots de passe qui est très un petit peu, comment dire, un petit peu complexe, donc devoir avoir une rotation de mots de passe régulière, d'avoir des mots de passe d'une certaine complexité avec un certain nombre de caractères, un jeu de caractères, etc. Et souvent, ça a pour conséquence de souvent ralentir un petit peu le travail et la productivité d'un employé ou d'une entreprise, puisque trop de sécurité, généralement, ça embête souvent les employés. Là, le Bastion nous permet vraiment d'avoir ce niveau de sécurité qui est réellement renforcé, tout en simplifiant le travail des employés, puisque comme on l'a vu, les employés n'ont pas du tout besoin de venir insérer les identifiants et les mots de passe, qui sont, je le rappelle encore une fois, des mots de passe robustes. Pour vous faire une petite démonstration très rapide, et ce sera la dernière de notre webinaire, je vais venir me connecter avec un administrateur, enfin avec un utilisateur qui a des droits privilégiés. Donc vous le voyez ici, il a beaucoup plus de cibles auxquelles il peut accéder. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est la session, ici, Secrets. Et Secrets, tout simplement, ça va pouvoir venir permettre à mon administrateur, enfin à mon utilisateur privilégié, de venir emprunter un mot de passe. Tout simplement, il a besoin de venir voir un mot de passe et ici, il a la possibilité de venir le voir directement. Je vais venir prendre ce mot de passe, d'accord, et je vais venir l'utiliser pour me connecter à une cible. Donc,
Donc, je viens me connecter à ma cible en RDP directement, cette fois pas au travers du bastion, pour quelconque raison que ce soit. Peut-être que l'administrateur n'a pas la possibilité de se connecter au bastion ou autre. Et je vais venir ici, venir rentrer le mot de passe qui est un petit peu plus bas sur mon écran. Hop, je le remplis. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas rempli au bon endroit. Je vais venir le remplir juste ici. Et je vais venir renseigner le nom d'utilisateur. Et donc ici, je me connecte, je viens d'utiliser le mot de passe que je suis venu emprunter sur le bastion et j'ai bien accès à mon Active Directory avec l'utilisateur SAP. Je n'ai plus besoin du mot de passe, on voit quand même que j'ai une durée limitée, j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'extendre d'une minute mon emprunt de ce mot de passe, mais lorsque j'en ai plus besoin ici, je vais venir tout simplement clôturer l'emprunt du mot de passe. On va attendre quelques secondes que le bastion s'occupe de faire la rotation de mot de passe. Donc ici, je suis toujours connecté. Hein, ce n'est pas la rotation du mot de passe qui va m'empêcher de venir utiliser ma ressource. Une fois que c'est terminé, eh bien tout simplement, je vais venir de nouveau regarder le mot de passe. Et cette fois-ci, on voit clairement que le mot de passe a été changé. Pour rappel, hein, le mot de passe précédent, si je vous le mets ici, on commençait par un U et on finissait par des caractères spéciaux et on voit de suite que le mot de passe n'est plus le même. D'ailleurs, si je me déconnecte de mon Active Directory, que j'essaye de réutiliser l'ancien mot de passe, je n'ai pas la possibilité de le faire. Voilà. Donc encore une fois, un rappel, hein, et c'est pour moi le point le plus important sur le bastion, c'est tout ce qu'on peut faire autour de cette gestion de mots de passe. Et encore une fois, la sécurité qui est réellement renforcée sans pour autant complexifier la vie des utilisateurs. Voilà, je vous laisse poser des questions si vous en avez. J'en ai fini pour ma présentation. J'espère que tout a été bien clair. Du coup, merci Quentin. Si jamais vous avez des questions, le chat est ouvert. Je ne l'ai pas dit au début, mais le chat est ouvert. Je réponds déjà à quelques questions. N'hésitez pas à vous poser vos questions. On va attendre quelques minutes. Alors, ces vidéos, où sont-elles stockées? Donc, elles sont stockées sur le Bastion directement. Donc, comme on l'a vu, ce sont de petits morceaux de vidéos, ce qui permet d'économiser beaucoup de place. Mais si vous voulez générer une vidéo complète, ça vous prendra un petit peu plus de place. C'est stocké sur le Bastion. Vous vous y connectez dessus avec un WinSCP, par exemple, pour récupérer les vidéos sans aucun problème. Alors, une autre question aussi de Léonard, possibilité de faire du MFA en ouverture de session. Oui, c'est tout à fait possible, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Alors, je vous l'ai présenté du coup avec le sélecteur des différentes sources, mais vous avez totalement la possibilité de le faire directement en ouverture de session en spécifiant la cible. Si je vous remonte très rapidement, ici, lorsque vous êtes sur la connexion, vous avez la possibilité de sélectionner la cible, vous rentrez le mot de passe et vous avez encore une fois l'OTP qui est demandé. Je vous rajoute un petit lien si jamais vous voulez faire un trial de la solution, tout simplement. Alors, alors pour les outils de ticketing compatibles, Fauzi vous a répondu. Pour compléter la réponse, du coup, vous avez la possibilité sur le Bastion d'insérer un script qui est capable de venir interroger cette fameuse API de votre outil de ticketing afin de vérifier si le numéro de ticket est valide. Mais vous pouvez faire bien plus que ça. Si le script est capable, par exemple, tout simplement de venir insérer directement dans le ticket qu'une personne s'est connectée pour effectuer une action, vous avez la possibilité de le faire aussi. Euh, Est-il possible d'installer on-premise sur une VM, VMware ou Proxmox? Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais vous avez des VM déjà précalibrés pour l'installation.
Alors, combien de machines sont nécessaires pour le bastion? Une seule suffit? Oui, vous avez une seule et unique machine virtuelle ou en on-premise qui est le bastion, d'accord, qui est basé sur du Debian, donc qui est compatible avec, pour compléter encore une fois la question d'avant, avec la plupart des hyperviseurs ou même dans le cloud. Alors, quels sont les précaux en ressources machines pour le bastion? Alors, est-ce qu'on parle du coup des machines cibles ou vraiment de la machine qui va, enfin, de la machine virtuelle du bastion? Si c'est dans le cas des machines cibles, on ne va pas avoir besoin de prérogatives spéciales, hein. La machine telle qu'elle existe déjà, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, parce que c'est une connexion RDP, tout ce qui est de plus classique. Et par contre, pour le bastion lui-même, cela va dépendre du nombre d'utilisateurs et ou de sessions activées en même temps au travers du bastion. Donc pour ça, vous avez chez Walix vous avez chez Walix une petite doc qui vous explique, voilà, en fonction du nombre de sessions, ce que vous avez besoin. On vous envoie ça par mail. Et pour tout ce qui est coût de licence, je vous invite à vous rapprocher de vos commerciaux propres à vos régions. Ou pourquoi pas aller voir notre monsieur MSP, monsieur Boulier Yann, directement. Non, alors pour les cotations, tout ce qui est cotation, je laisse les agences répondre. Par contre, merci déjà à tous les deux pour cette présentation. Euh, Au niveau de mon accompagnement, je peux vous accompagner sur la réflexion de construction d'offres MSP, et donc c'est-à-dire du service managé, justifier ou comment justifier le besoin de ces solutions. Walix est pour nous et chez Chris Réseau une solution extrêmement stratégique et on en voit tout le potentiel depuis quelques mois maintenant. Ça monte très très fort et effectivement directement lié à cette nouvelle réglementation européenne NIS 2 qui est appliquée normalement depuis le 18 octobre dernier, sur lequel le gouvernement n'a pas encore fait toute la transposition. Ils y travaillent, on espère l'avoir très rapidement. Euh, Encore une fois, en tant que partenaire prestataire de vos clients, ce sont vos clients qui vont vous imposer cette réglementation. Comme l'a très bien expliqué Fawzi, cette chaîne d'approvisionnement dont vous faites partie est importante. Donc, n'attendez pas que vos clients vous demandent d'être en conformité. N'hésitez pas vous-même à vous mettre en conformité dès à présent pour éviter cette déconvenue si demain un client final vous dit bah, maintenant que je suis concerné par NIS 2, toutes vos connexions distantes sur notre infrastructure ou sur notre SI doivent être particulièrement sécurisées, ce qui pourra ralentir les projets de demain. En tout cas, à votre disposition, bien entendu, pour discuter soit NIS 2, soit comment construire une offre MSP ou le mode de licensing aussi, hein. Il faut savoir que euh, Walix propose les solutions aussi bien en vente one-shot que en facturation mensuelle en mode MSP à la consommation. Merci Yann pour l'intervention. Alors oui, vous aurez accès du coup à l'enregistrement. On va vous envoyer un mail avec tous les liens utiles de cette présentation, la présentation et l'enregistrement. Voilà.